contre le CFA. Il n'y a pas de « je suis un combattant de l'ombre » là, façon bizarre là. Non, ça n'existe pas dans le combat dans lequel nous sommes. Voilà. OK. Avant de continuer, une petite question, sœur Nathalie Nyamba. Oui. Je vous prends au mot. Est-ce que vous avez les contacts des représentants donc, de la plateforme panafricaine et de la Ligue panafricaine Umoja, au moment précis où nous parlons? Umoja, j'ai des contacts sur les comment, j'en ai pas mal, hein, mais... Umoja, c'est la Ligue panafricaine, Umoja. Je crois que j'ai des contacts avec quelqu'un maintenant. Est-ce que c'est la direction? Je ne suis pas sûre. OK. Est-ce que vous avez la même chose pour la plateforme panafricaine? La plateforme panafricaine, c'est vous? Non, c'est pas moi, c'est Raymond Aivi ou Ardima Sirima. Raymond Aivi du Togo. Sirima, oui. Monsieur Sirima, j'ai eu ses contacts par Marie-Josée qui est là-bas. Voilà, OK, très bien. Voilà. par ses mails, donc, etc. Sans plus tarder, je vais donner la parole donc, aux représentants des pays témoins. Donc, on va commencer par le Gabon. Est-ce que le représentant du Gabon est là pour intervenir comme pays témoin? Qu'il lève la main, s'il vous plaît. Je suis là. Allez-y, donc vous avez la parole. Donc, c'est sœur Marie-Josée Ngomo. Tout à fait. Vous avez la parole. Alors, bonjour à tous. Vous avez 10 minutes, hein, s'il vous plaît, maximum 10 minutes. Ok, oui, j'ai entendu. Je vais essayer de faire vite. Voilà, donc bonjour à tous. Et vraiment, je suis très heureuse de participer à cette conférence numérique. Et vraiment, un coucou très particulier à Nathalie Yamba, que j'apprécie particulièrement et surtout depuis sa sortie à Sochi, hein, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Alors, donc, moi, je suis membre du mouvement, un mouvement panafricaniste, le New Power, mais je voudrais préciser qu'aujourd'hui, je représente l'ensemble des associations gabonaises qui ont participé donc à l'organisation de cette conférence. Alors, je vais donc, moi, vous présenter la situation sur le Gabon. Depuis 1960, le Gabon traverse des crises sur les plans politiques, économiques et sociaux qui se sont amplifiées depuis le décès d'Omar Bongo Ondimba en 2009. Ce dernier a régné sans partage pendant 42 ans sur ce petit pays d'Afrique centrale d'à peine 2 millions d'âmes, avec le soutien constant et indéfectible de la France officielle et des réseaux. L'intérêt de la France pour ce pays se comprend lorsque l'on sait que le Gabon est un véritable scandale géologique qui regorge de richesses minières, pétrolières, halieutiques et forestières, indispensables à la survie économique de la France et à sa place dans le concert des nations. Il faut comprendre que sans les richesses de l'Afrique, la France n'est pas une puissance. La France, en définitive, pour nous, n'est qu'un colosse aux pieds d'argile. En pérennisant à la tête du Gabon un régime dictatorial illégitime et criminel qui favorise ses intérêts et ceux d'une oligarchie corrompue au détriment de ceux de la population gabonaise peu nombreuse, la France est responsable d'un révoltant paradoxe, une pauvreté extrême dans un pays riche. Après le décès d'Omar Bongo Ondimba en 2009, la France officielle va appuyer, comme par le passé, des élections présidentielles systématiquement truquées, validé par une cour constitutionnelle aux ordres de l'exécutif en 2009 et en 2016 en faveur d'Ali Bongo Ondimba. Ces fraudes seront toujours suivies de répressions sanglantes, comme lors de cette nuit du 31 août 2016, où la violence aura été à son comble. Cette nuit-là, le 31 août 2016 à Libreville, 4 jours après la compilation de la majorité des résultats, il est établi que M. Jean Ping, le candidat unique pour l'alternance politique au Gabon, est arrivé en tête du scrutin présidentiel du 27 août dans la quasi-totalité des bureaux de vote du territoire national, y compris ceux de l'étranger, face à Ali Bongo Ondimba, le président sortant. Le peuple gabonais est alors en liesse face à la perspective du changement. Dans le quartier général de M. Ping étaient rassemblés autour de la personne qu'il considérait comme le futur président incarnant la souveraineté populaire, les leaders de l'opposition et les militants. Mais à 1h du matin, des soldats sont arrivés cagoulés avec des armes de guerre et sans sommation, ils ont commencé à tirer à balles réelles sur les militants totalement surpris, non armés et impuissants. Les assaillants étaient soutenus
par un hélicoptère qui tirait également sur la foule. L'utilisation d'armes de guerre, la rapidité et le sang-froid des exécutions, la coordination des actions, la torture, les enlèvements, le ramassage des corps, des balles, des douilles pour dissimuler les massacres ne pouvaient être que l'œuvre de professionnels du crime. Ce fut un carnage qui va durer 5 longues et interminables heures. Alors, je présente vraiment cette situation avec beaucoup d'émotion parce que dans ce QG de M. Ping, il y avait mon petit frère qui a failli perdre la vie, M. Privangoum. Des dizaines de corps sans vie, voire encore vivants, sont enterrés en pleine nuit dans des fosses communes. L'un des lieux de ces charniers est connu. Il s'agit de l'ancienne cité du 12 mars, actuellement fermée au public, qui est surveillée en permanence par la garde présidentielle. Des familles endeuillées sont jusqu'à ce jour à la recherche d'un fils, d'une fille, d'un père, d'une mère. Ces familles menacées, intimidées, se sont murées dans un silence de terreur, n'osant pas porter plainte. Le traumatisme reste immense chez certains rescapés jusqu'à ce jour. À noter que la France, dont la base militaire du 5e Bima, située à 500 mètres du QG du candidat de M. Ping, a observé sans réagir les bombardements et le massacre de nombreux jeunes Gabonais qui s'y trouvaient. Et ce, malgré les appels à l'aide téléphonique qui ont été effectués par certains Gabonais. Elle a ensuite, via son ambassadeur, honoré de sa présence l'investiture de M. Ali Bongo, qui venait de commettre ce hold-up militaro-électoral. Le président élu Jean Ping appelle alors à une véritable résistance. La violence inédite de ce putsch va relancer à la fois une résistance gabonaise interne et une résistance diasporique plus renforcée que par le passé et qui reste à ce jour la caisse de résonance qui continue de dénoncer avec vigueur cette énième forfaiture et le soutien de la France officielle à ce régime dictatorial. C'est le 23 décembre 2016, soit 4 mois après les événements sanglants du 31 août 2016, que la diaspora résistante gabonaise apprend avec stupéfaction que des militaires français faisaient partie des escadrons de la mort cette nuit-là. Messieurs Stéphane Chiron, ancien légionnaire origine d'Aix-en-Provence, et Monsieur Grosjean, récemment décédé au Gabon. Pour cette élection, il y a eu des observateurs étrangers, dont l'Union africaine et l'Union européenne. Un rapport de l'Union européenne s'en est suivi, mentionnant les différents manquements observés, les doutes sur l'élection de M. Bongo et la répression qui s'en est suivie. Aussi, le 14 septembre 2017, 13 eurodéputés présentent au Parlement européen une proposition de motion longue de 6 pages, ayant pour thème Gabon, la répression de l'opposition. Le débat suggéré porte sur des cas de violation des droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Cette motion aboutira à une résolution du Parlement européen comportant 17 déductions pouvant être qualifiées de résolutions. 2 paragraphes nous intéressent particulièrement. Le paragraphe 9 de la dite résolution demandait instamment à la France, en raison de ses liens historiques forts avec le Gabon, de peser de tout son poids politique et économique sur le gouvernement gabonais et de jouer un rôle constructif au sein des institutions européennes à cet égard. Le paragraphe 11, quant à lui, invitait la Commission et les États membres à réexaminer leur politique à l'égard du Gabon et à envisager des sanctions ciblées à l'encontre des responsables de la fraude électorale et des actes de violence qui en ont découlé. Cette résolution a représenté une victoire pour la résistance gabonaise. Mais, 4 ans plus tard, aucune sanction n'a été appliquée, aucune pression n'a été exercée sur ce gouvernement illégitime et des négociations seraient toujours en cours avec M. Ping. On peut se poser la question de savoir qui dirige aujourd'hui le Gabon. Car en août 2018, M. Ali Bongo est victime d'un AVC hémorragique à Riyad, en Arabie Saoudite. Il est dans l'incapacité totale de diriger le pays et il y a de ce fait une vacance de pouvoir. Pouvoir, rappelons-le, originellement usurpé. Loin des regards des populations gabonaises,
La France, qui partout dans le monde prône la liberté, la démocratie, des droits de l'homme comme valeur cardinale de sa politique, envoie en toute discrétion au Gabon des spécialistes français du droit constitutionnel pour modifier une énième fois la loi fondamentale gabonaise avec la complicité de Madame Marie-Madeleine Boronso, belle-mère d'Ali Bongo et inamovible présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon depuis quasiment 30 ans, en totale violation des textes. Elle va donc, le 14 novembre 2018, modifier l'article 13 de la loi fondamentale en y rajoutant un alinéa qui introduit la notion d'indisponibilité temporaire et autorise ainsi le vice-président à convoquer et à présider un conseil des ministres, une prérogative qui n'appartenait jusqu'ici qu'au seul président. Un temps précieux qui permet au système Bongo PDG et à la France des réseaux France-Africains de s'organiser pour optimiser la tentative de tourner la page de 2016 et trouver un homme légitimé par Paris, susceptible de protéger leurs intérêts économiques au Gabon et perpétuer leurs accords de coopération uniques. Pendant ce temps, 4 ans plus tard, les Gabonais sont toujours en attente des résultats des négociations entreprises avec M. Ping. Les Gabonais continuent de voir le Gabon plongé dans un chaos total et s'organisent pour se débarrasser du cancer que représente le régime dictatorial France-Bongo-PDG. La diaspora gabonaise s'attelle à une réorganisation de cette résistance tout en s'orientant vers une convergence des luttes panafricaines, cela en vue des enjeux de libération du continent africain par notre autodétermination. La résistance interne, quant à elle, est muselée et les résistants emprisonnés. Toute manifestation ou exposition d'opinion contraire au système en place est systématiquement réprimée par des arrestations arbitraires et des emprisonnements. Il existe donc au Gabon, aujourd'hui, des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Toutefois, tout espoir n'est pas perdu. À l'échelle du temps, d'une nation, il n'est jamais trop tard. Le peuple gabonais résistant ne lâchera rien et continuera à combattre ce système honteux et leur inconditionnel soutien la France-Afrique. En effet, le peuple gabonais, notamment sa jeunesse et les générations post-indépendance, sont pleinement conscients qu'un meilleur avenir pour eux-mêmes et pour leurs futures générations est une aspiration humaine profondément légitime et digne. Pour terminer, je souhaiterais dire un mot sur nos institutions très rapidement. Aujourd'hui au Gabon, la Constitution consacre le principe de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Mais il faut dire, à la lumière de l'histoire de notre pays, que la Constitution et les textes législatifs, qui sont plutôt bien faits, sont toujours violés et la souveraineté du peuple systématiquement bafouée. Le pouvoir refuse d'appliquer la loi quand cela ne lui convient pas, mais il impose l'application de cette même loi quand cela sert ses intérêts, lui permettant ainsi de se maintenir tout en prétextant avoir respecté la loi. Le pouvoir exécutif est au Gabon omnipotent et omniprésent sur les pouvoirs législatifs, judiciaires et médiatiques. Le Gabon n'est pas une démocratie. Nous sommes en réalité dans une dictature qui se révèle des apparats d'une démocratie. En conclusion, le combat pour l'alternance au Gabon doit continuer et s'amplifier et germer à travers les graines de libération semées. Nous devons mutualiser nos efforts et ne pas nous tromper de cible. Nous devons mettre un terme à la France-Afrique, à ce système néfaste et tentaculaire, entretenu par des marionnettes et des marionnettistes en anéantissant ses piliers progressivement. C'est le challenge de notre génération. J'en ai terminé. Merci, sœur Ngomo. Avant de poursuivre, sœur Nathalie Niambe, je vais vous lire 4 questions. Vous aurez donc le temps donc, de préparer les réponses, une réponse groupée. Et pendant que vous préparez la réponse groupée, je donne la parole encore à quelques personnes qui veulent intervenir. Donc, les questions, les voilà. Les voici plutôt. Donc, première question. Très clair. Cependant, le peuple ne pourra pas se soulever et réussir la révolution sans l'aide de l'armée. Non? Qu'en pensez-vous? Deuxième question. La première question provient de M. Safia Drabo. La deuxième question, c'est de Paul Ernaud. La question est la suivante. Comment comprendre le comportement de la CEDEAO
face au Mali suite au renversement d'Ibeka et face à la Côte d'Ivoire par rapport à Alassane Ouattara? Troisième question. La troisième question est de Abdelrahman. L'entrée du Maroc dans la CEDEAO est l'œuvre de la France pour dynamiter l'économie africaine. Pourquoi le Maroc ne respecte-t-il pas le premier article de la CEDEAO, à savoir la libre-échange des biens et des personnes? Et puis la dernière question, c'est toujours de la même personne. C'est bien de vulgariser, mais pourquoi les Africains ne forment-ils pas des groupes d'autodéfense pour lutter contre le colonialisme et ceux qui les représentent en Afrique? Merci, voilà donc pour les 4 questions. Je vous laisse le temps donc de le préparer. Et en attendant, un petit témoignage donc de pas plus de 3 minutes. Je donne la parole à M. Ngomo Privat. Je vais activer mon micro. Privat a la parole. Merci beaucoup. Je veux d'abord remercier Plateforme panafricaine pour cette initiative qui nous permet, la diaspora et les Africains qui sont sur le continent, moi je suis à Libreville, le Gabon, de pouvoir donc discuter et échanger sur une problématique qui nous tient tous à cœur. Je veux également féliciter les brillants et instructifs exposés, aussi bien de M. Saïd Bouamama, qui est parti malheureusement, que Mme Nathalie Yamb, qui nous a édifié sur la situation de nos institutions régionales au niveau de l'Afrique. Je me présente très brièvement, car beaucoup ici ne me connaissent pas. Je suis Privat Ngomo, je suis mathématicien informaticien et actuellement je suis le responsable général d'un mouvement que nous avons créé le 20 août dernier. Et ce mouvement s'appelle New Power. Il est associatif, politique et international. Il a pour corpus idéologique la souveraineté, la lutte anti-France africaine et le panafricanisme. Alors, maintenant, quelle est la substance de mon propos? Je voudrais réagir en 2 temps. Je vais essayer de le faire en 3 minutes, comme vous me l'avez recommandé. D'abord, par rapport à ce qu'a dit Mme Nathalie Yamb, et ensuite, je terminais par le propos de M. Saïd, lorsqu'il a dit qu'il fallait articuler le court terme et le long terme par rapport à la vision et à l'action panafricaniste sur le terrain, mais également avec la diaspora. S'agissant de nos institutions internationales, il est clair qu'elles portent la matrice du groupe de Monrovia qui a triomphé le 25 mai 1963. Ce groupe qui avait pour ambition non pas le fédéralisme, mais la coopération entre les États qui devaient devenir les États-nations. 60 ans après, on a toujours cette matrice, on a toujours ce sang du Monrovia et on a le résultat qui est là, qui est un bilan partant négatif et véritablement désastreux. Donc, il faut dire que ces institutions, qui ont la matrice de Monrovia, sont des institutions interafricaines et qu'elles n'ont pas vocation à être des panafricanistes institutions. La plupart des personnes qui les dirigent sont généralement des cadres, on va dire, territoriaux, pour ne pas dire nationaux, qui viennent servir non pas l'intérêt de la sous-région, mais l'intérêt de leur pays. Donc, nous avons des structures en fait qui sont bureaucratiques, avec à leur tête des chefs qui ont été nommés par leurs amis, qui sont les chefs d'État, ou bien leurs parents. Et nous avons des cadres, certains sont bien formés, mais la plupart sont france-africains et sont donc dans l'esprit de Monrovia. Donc, nous ne pouvons pour l'instant rien attendre de ces différentes institutions interafricaines tant qu'elles ne sont pas gérées et traversées par des courants panafricanistes, pour ne pas dire conduites par des hommes qui ont pour seul intérêt l'intégration et la fédération du continent africain en ces différents pays. Ajoutez à cela leur impuissance. Ces institutions sont impuissantes devant les États. Je prends le cas par exemple du Gabon. Nous avons eu une élection en 2016. Le Congo aussi a eu une élection en 2016. Les dictateurs se sont imposés à la barre donc de la CEMAC, de la CEAC, qui n'ont même pas réagi. Je prends le deuxième exemple, l'intégration régionale. On a imposé au Gabon d'ouvrir ses frontières, de même que la Guinée équatoriale. Ces 2 pays refusent, au motif que leur population est petite et faible et qu'ils ont peur de se faire envahir par les Camerounais, par les Nigérians. Donc, les institutions proposent des directives qui vont dans le sens de l'intégration et les États ont la capacité de dire « nous ne sommes pas d'accord, nous n'appliquons pas les directives ».
Voyez-vous? Essayez de conclure, s'il vous plaît. Il vous reste pas moins de 2 minutes. Alors, pour ce qui est maintenant le deuxième pan, M. Saïd disait qu'il fallait articuler le court terme et le long terme. Comment pouvons-nous aller vers la fédération du continent africain? J'ai envie juste de vous soumettre là une idée que nous sommes en train de mûrir au sein de notre mouvement. C'est l'agenda panafricain 54-5-1. C'est-à-dire, nous devons partir de moyen au long terme vers une fédération, un fédéralisme très concret de notre continent. Imaginez, par exemple, que dans les 25 premières années, on fixe à la jeunesse africaine le projet suivant. Il faut que nos 54 pays actuels tendent vers 5 États fédéraux régionaux. Et cela est parfaitement possible. Dès l'instant où le projet sera présenté très clairement, les ambitions seront affichées, on donnera la méthode pour y arriver. Cette méthode va consister naturellement à harmoniser les politiques régaliennes et assurer donc les critères de convergence pour qu'on puisse aller vers une monnaie unique. Excusez-moi, je suis perturbé par un téléphone là. Voilà. Excusez-moi, j'ai été perturbé par un téléphone qui m'a appelé à ce moment précis. J'étais en train de dire que l'agenda panafricain 54-5-1 est un agenda qui nous permet sur 50 ans d'aller d'abord de 54 pays vers 5 pays, ensuite de 5 pays vers 1 pays. Je m'explique. 54 pays aujourd'hui, actuellement, ce sont l'ensemble des pays qui constituent l'Afrique. L'Afrique est un bloc, mais qui est morcelé. Nous pouvons travailler sur les 25 prochaines années pour avoir 5 grands États fédéraux qui seront ramenés aux régions actuelles. La région du Nord, la région du Centre, la région de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Cela est parfaitement possible. Il suffira de s'accorder sur l'harmonisation des politiques régaliennes et naturellement les critères financiers et économiques pour aller vers une monnaie unique afin d'avoir une capitale fédérale par région, afin d'avoir un parlement fédéral, un gouvernement fédéral. Cela est parfaitement possible. Il nous suffira simplement d'avoir déjà. Puis je termine sur le dernier point. Le dernier point, c'est vrai que si nous arrivons à décentraliser les États actuels qui sont trop centralisés et qui ne tiennent qu'à la volonté d'un seul homme, si on réussit à décentraliser les différents États africains, on permet alors à des régions autonomes de pouvoir être les fervents éléments de l'intégration régionale. Ça permettra donc de remettre vraiment au goût du jour les différentes directives d'intégration régionale qui ne sont pas pratiquées par les États centralisateurs. Si nous avons des provinces autonomes, cela est parfaitement possible. Elles auront l'intérêt d'appliquer les directives qui sont prises pour l'intégration régionale. C'est important, cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est d'harmoniser les politiques régaliennes. Le dernier aspect, enfin, c'est d'avoir une monnaie unique. Voilà. Quand on a réalisé ça sur les 25 ans, et qu'on aura par exemple 5 États fédéraux, on pourra aller maintenant sur les 25 autres années vers un seul État continental fédéral. Je veux dire simplement que ce projet qui nous donne une perspective de 50 ans peut être mis en œuvre avec une jeunesse qui est sensibilisée, qui a été suffisamment instruite des questions, des enjeux, et qui a devant elle un agenda où chaque génération jouera le rôle qui est le sien dans le temps. Je vous remercie. Il faudra développer en détail ces différents aspects. S'il vous plaît, il faudra raccourcir.